Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes sur Radio, une émission enregistrée ici dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Jean Arthuis. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour évoquer avec vous une question particulièrement importante pour l'Europe de demain, celle de l'harmonisation fiscale, sujet sur lequel les membres de l'UE peinent à avancer alors que le sujet est sur la table depuis des décennies maintenant. Alors Monsieur Arthuis, vous êtes député européen, centriste, membre du groupe ALDE, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous êtes président ici au Parlement européen de la commission des budgets. Vous êtes depuis longtemps, vous exprimez des convictions fédéralistes et vous prenez un renforcement de l'intégration l'euro de l'Union européenne. L'euro ne pouvant, selon vous, vous l'avez dit, rester orpheline d'un État. Et vous aviez d'ailleurs publié en 2014 un ouvrage sur ce thème intitulé « L'Europe, dernière chance pour la France ». C'était aux éditions Kalman-Levy. Alors avant de siéger dans l'enceinte européenne, vous aviez été plusieurs fois ministre en France, notamment ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement d'Alain Juppé. Vous aviez d'ailleurs à cette époque travaillé sur au passage de la France à l'euro, à la monnaie unique. Alors l'harmonisation fiscale, je le disais, est un défi ancien pour l'Union européenne. Le traité de Rome, dont nous venons de célébrer le 60e anniversaire, texte fondateur de la communauté économique européenne, stipulait déjà que les États membres devraient concourir à l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun au moyen de rapprochement progressif de leur politique économique. Et 60 ans plus tard, la communauté européenne, devenue entre-temps Union européenne, a accompli d'immenses progrès dans des domaines très variés, mais les avancées sont demeurées extrêmement limitées sur ce domaine fiscal, donnant lieu d'ailleurs à une compétition des États, au moins visant le moins-disant fiscal justement. Les exemples de l'Irlande et du Luxembourg venant immédiatement à l'esprit. Alors pourquoi, selon vous, Monsieur Jean Arthuis, l'Europe a-t-elle depuis si longtemps autant de difficultés à avancer sur le sujet? Est-ce que l'harmonisation fiscale, dont Jean-Claude Juncker répétait encore en décembre 2014 qu'elle était une nécessité absolue, est-elle un but inatteignable? La fiscalité reste dans les prérogatives de souveraineté nationale. Et les États se concurrencent mutuellement. On a vu récemment le scandale suscité par le LuxLeaks, par Panama Papers. On a pris conscience que des sociétés multinationales, des sociétés qui ont un rôle déterminant au plan de notre avenir, ce sont les sociétés qui ont en main le numérique. On appelle par un acronyme GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ne payent pas d'impôts sur le revenu en Europe. Pourquoi? Parce que les États membres de l'Union européenne sont suffisamment stupides pour se concurrencer mutuellement et passer des arrangements de tax ruling pour leur permettre d'échapper à un impôt. Si tu viens chez moi, tu ne paieras pas d'impôt. La fiscalité est au cœur du pacte républicain au plan national, mais elle pourrait être au cœur aussi d'une communauté européenne. Si on est membre d'une communauté, on convient de confier à cette communauté la gestion d'un certain nombre d'intérêts communs. Peut-on parler de biens publics ? Nos concitoyens ont besoin de ces biens publics, qui peuvent être le bien-être, la sécurité. Sécurité au plan militaire, pour prévenir des attentats terroristes. Sécurité pour ne pas être bousculé par des phénomènes migratoires qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne régule pas. Sécurité pour mettre un terme au manquement à la loyauté en matière fiscale, les paradis fiscaux. Sur toutes ces questions, est-ce que les États-nations sont encore en situation de préserver ces biens publics? On voit bien qu'à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, plusieurs de ces biens publics ne peuvent plus, en Europe, être assumés par les États-nations. Donc essayons de les identifier. Et si on convient
qu'au plan militaire, aux États-Unis, il y a un modèle de char d'assaut. En Europe, il y en a 17 ou 18. Vous voyez les conséquences quant aux coûts de fabrication, d'entretien et de coordination, s'il devait y avoir à faire face à une agression. Donc, sur toutes ces questions, je crois que l'heure est venue de nous demander quels sont les biens publics qui, désormais, ne peuvent plus, pour être préservés, qu'être gérés par l'Union européenne. Et si on convient de les gérer au plan européen, alors on en tire les conséquences, on construit un projet et on mobilise le budget nécessaire pour assurer l'effectivité, l'efficacité de l'offre de biens publics européens. Bien public, c'est peut-être la libre circulation. La liberté, c'est un bien public. Alors vous dites que le moment est venu. Oui. Est-ce que c'est le Brexit notamment? Le Brexit révèle la fragilité des institutions européennes. Ça ne devait pas être simple de convaincre les Britanniques eurosceptiques de rester dans l'Union européenne. Si vous aviez aujourd'hui à défendre l'Europe ne parle pas aux Européens. L'Europe reste un club entre les chefs d'État et de gouvernement. Il y en a toujours un qui est à la veille d'une élection. Et ses collègues répondent à ces sollicitations du moment. Souvenez-vous, au mois de février 2016, David Cameron enclenche la campagne pour maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne et éviter le Brexit. Et il dit voilà, moi j'aime pas Bruxelles, c'est déjà très encourageant, et je veux que dans les traités, on cesse de dire que l'avenir de l'Europe, c'est l'intégration politique. Je veux qu'il puisse y avoir plusieurs monnaies dans l'Union européenne. Plusieurs monnaies dans l'Union européenne, c'est quoi? C'est renoncer à la monnaie comme arme politique. Vous avez vu avec quelle promptitude les États-Unis d'Amérique ont mis à la charge de banques européennes, d'entreprises industrielles européennes, des pénalités extrêmement lourdes pour des questions monétaires. Ça veut dire que l'Europe renonce à l'utilisation de ce moyen de pression. Et si on renonce à l'intégration politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe va rester complètement évanescente et totalement impuissante. À mon étonnement, à ces deux demandes insupportables de M. Cameron, et le président du Conseil et le président de la Commission se sont empressés de dire oui. Qu'est-ce que c'est que cette Europe-là? Cette Europe qui ne parle pas aux Européens. Cette Europe qui reste un club de chefs d'État et de gouvernement. Nous sommes à l'heure de la globalisation, de la mondialisation. Nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils ont toujours en main leurs prérogatives. Moyennant quoi? Ils donnent en spectacle leur impuissance politique. Et c'est ça qui exaspère les citoyens. Et c'est ça qui déchaîne l'euroscepticisme et l'europhobie. Donc ça suffit. Il s'agit maintenant d'assumer nos responsabilités. Le Brexit est peut-être bien une chance pour l'Europe. L'élection de Donald Trump est peut-être un second électrochoc dont les Européens avaient besoin. Jusque-là, la défense était un sujet tabou en Europe. 63 ans après l'échec de la communauté européenne de défense, que la France avait rejetée d'ailleurs en 1954, on commence à parler de défense. Parce que Trump nous dit, écoutez, moi je suis président des États-Unis, America first. Par conséquent, si vous avez des préoccupations, des craintes, des menaces qui viendraient de l'Est, de Russie ou d'ailleurs, c'est votre problème. Et donc, si c'est votre problème, assumez. Assumez en ayant un dispositif efficace et non pas symbolique. Donc, ça fait beaucoup d'arguments pour ouvrir enfin un vrai débat avec les Européens. Le déficit démocratique est considérable. Quelle est la légitimité d'une telle démarche? Nous avons un Parlement qui est un Parlement, mais qui est, au plan budgétaire, hémiplégique. Il n'a pas compétence pour les recettes. Les seules recettes propres sont les droits de douane. Comme on n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, c'est 10% du budget. Tout le reste vient des États membres. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent?
Cet argent, qui n'est que 1% du PIB européen, c'est-à-dire 50 fois moins que la moyenne des dépenses publiques des États membres de l'Union européenne. Pratiquement les 3/4 vont repartir vers les États membres en politique agricole commune et en fonds de solidarité, de cohésion. Et donc il ne va pas rester grand-chose pour le supranational. Et dans le supranational, il faut financer la Commission, le Parlement, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, le Conseil des régions, les agences. La peau de chagrin. Et dès que survient un événement imprévu, une crise, celle des migrations, on n'a pas d'argent. Alors comme on n'a pas d'argent, on va inventer des instruments périphériques, des satellites budgétaires qu'on va appeler Trust Fund, qu'on va appeler facilité budgétaire pour la Turquie, qu'on va appeler fonds d'investissement stratégique, qu'on va appeler fonds d'investissement durable, de développement durable. On a une espèce de galaxie budgétaire. Et moi qui ai l'honneur de présider la commission des budgets, je me demande bien comment je peux présenter un tel budget et parler aux Européens. Une institution dont le budget n'est pas lisible, n'est pas compréhensible par les citoyens membres de cette communauté, est une institution en danger. Ça ne peut pas durer. C'est dire l'urgence de commencer à parler de fiscalité et d'ailleurs de reconnaître qu'il y a 2 cercles en Europe. Il y a la zone euro et puis il y a le marché unique, à 28, à 27 demain, quand les Britanniques seront partis, s'ils partent. La zone euro, c'est une très forte solidarité. Quand il y a un pépin dans la zone euro, ce n'est pas les 28 qui mettent la main à la poche, c'est les membres de la zone euro. Et donc, quand on a ce niveau de solidarité, il faut absolument que l'on ait des instruments budgétaires. Il faut un budget de la zone euro, il faut un gouvernement de la zone euro, il faut un ministre des Finances, de l'économie et du budget de la zone euro, avec une direction du Trésor et avec probablement une chambre de la zone euro. Ça fait partie des propositions d'Emmanuel Macron. Si dans la zone euro, vous avez constamment des disparités en matière sociale, en matière de droit du travail, en matière d'environnement, en matière de prélèvements obligatoires, de l'impôt sur les sociétés, de taxes sur la consommation, de financement de la protection sociale. Tous ceux qui maintiennent des niveaux élevés de taxes sur la production organisent la délocalisation de leurs activités. Et donc, programme du chômage. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenir dans un même espace monétaire des pays aussi différents que la Grèce, l'Allemagne, la France et quelques autres, c'est prendre un risque d'implosion. Donc il y a urgence à aider les pays qui sont moins développés à prendre les bonnes décisions, à se réformer, à progresser, pour qu'il y ait une vraie convergence sur le plan fiscal, sur le plan social, faute de quoi les contribuables feront de l'optimisation, c'est-à-dire qu'ils iront rechercher les territoires où ils trouvent les conditions les plus favorables, notamment au plan fiscal. Vous avez 2 façons pour aider les entreprises. Ou bien vous les subventionnez, ou bien vous leur faites des prêts à des taux dérisoires grâce aux fonds publics, ou bien vous leur faites une fiscalité allégée. Eh bien, méfions-nous, il faut que la zone euro devienne une zone économique optimale, comme disent les économistes, c'est-à-dire au sein de laquelle les législations, les réglementations sont pour l'essentiel convergentes. Alors il faut débroussailler, il faut commencer. Selon vous, on devrait commencer par quoi dans ce vaste chantier ? Dans ce vaste chantier, il faut commencer par mettre sur la table tous les impôts de production, le financement de la protection sociale. Et les pays n'ont pas du tout les mêmes modes de financement. Et certains financent la protection sociale par l'impôt, d'autres la financent par des cotisations assises sur le travail. Financer la protection sociale par des cotisations sur le travail, c'est prendre le risque d'organiser la délocalisation d'activités, parce qu'on renchérit le coût du travail. Et donc, l'entreprise ne résiste pas aux conditions de la concurrence. C'est de permettre aux pays qui ont encore des salaires extrêmement bas de les réviser à la hausse pour que progressivement les salaires soient les mêmes sur l'ensemble de l'espace économique européen. Alors leur permettre, c'est plutôt les inciter, non ?
Pour les inciter, il faut précisément un gouvernement avec un budget, et il faut que ce budget serve à encourager la mise en convergence. C'est-à-dire que tel pays va être aidé financièrement dès lors qu'il fait des efforts pour modifier sa législation et la faire converger vers les grandes lignes qui apparaissent et qui ont été édictées dans les pays les plus développés, si j'ose dire. Non pas qu'il y ait là un argument péjoratif, mais on voit bien que certains pays ont des efforts à faire pour se mettre à niveau. Aujourd'hui, on est interpellé quand on voit un travailleur venant des pays de l'Est sur un chantier public pour aménager la ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes. On se dit, mais enfin, c'est pas normal, il n'est pas payé comme les travailleurs français, les charges sociales sont payées dans son pays d'origine. Alors ça choque. Mais quand une voiture est fabriquée en Slovaquie ou dans tel autre pays, le problème est le même. Exactement le même. Donc on voit bien qu'il va falloir que les salaires progressivement s'ajustent et que ceux des pays qui ont des financements de protection sociale élevés parce que assis sur les salaires et sur le travail, ces pays-là, dont la France, vont devoir modifier sérieusement leurs pratiques. Alors pour mener ce projet d'harmonisation fiscale, c'est bien sûr la Commission qui devra aussi être à la manœuvre avec notamment son chef, son président Jean-Claude Juncker. Alors c'est peut-être anecdotique, mais est-ce que vous pensez que c'est cet homme qui a été Premier ministre du Luxembourg pendant fort longtemps, un État connu notamment via les LuxLeaks pour des pratiques de dumping fiscal particulièrement audacieuses, soit la personne idoine pour mener ce combat ? Moi j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Claude Juncker. C'est un vrai Européen. Il n'y a pas de doute. Et il tient un discours courageux. Mais il m'est arrivé de lui dire, quand il présidait la zone euro, Jean-Claude, tu es le plus estimable des hommes, mais le matin, tu nous rappelles à nos obligations d'équilibre de nos comptes publics. Mais est-ce que l'après-midi, tu ne nous fais pas un peu les poches avec ta fiscalité si originale ? Donc il faut s'extraire de ces soupçons-là. Le Luxembourg a pris des décisions très importantes. Désormais, toutes ces conventions doivent être révélées aux partenaires. Nous progressons, mais on ne progresse pas assez vite. On aurait pu faire naître une opinion publique. C'est peu dire que l'Europe ne parle pas aux Européens. Je pense vraiment que l'impôt est au cœur du pacte républicain. Et il le sera forcément lorsqu'on aura constitué une Europe, j'ose pas dire fédérale, mais il faudra bien tendre vers ça. Faute de quoi, elle ne survivra pas, l'Europe, comme institution. Donc, l'impôt étant au cœur de ce pacte, je pense qu'il faut faire vivre un débat et sensibiliser l'opinion publique. À la suite des scandales suscités par LuxLeaks, par Panama Papers, Football Leaks, les pratiques fiscales contrastées, la bienveillance vis-à-vis de l'exportation vers des paradis fiscaux, ça peut créer des troubles pour la compétition sportive. Si un pays est laxiste, on peut payer des sommes considérables à des footballeurs qui, au fond, échapperont à l'impôt. Et donc ce pays n'aura pas de mal à mobiliser des équipes qui s'imposeront au plus haut niveau dans les championnats européens. Est-ce que c'est bien conforme à l'idée que nous nous faisons de la loyauté de la concurrence et de la compétition et de l'esprit sportif? Je pense qu'on y réfléchisse. Donc, avec ces scandales, on aurait pu avoir l'occasion d'ouvrir un débat devant les Européens, de dire, écoutez, est-ce qu'on continue comme ça? Les ministres des Finances se sont réunis à Bruxelles au mois de juin l'année dernière. Et puis le soir, ils ont fait un communiqué. Et ils ont dit, voilà, on a passé un accord pour lutter contre l'évitement de l'impôt. C'est beau comme l'antique. Mais ça veut dire qu'ils n'ont rien décidé. Et ça a permis aux ministres français, interpellés à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité le mardi ou le mercredi après-midi, ou le jeudi après-midi au Sénat, de dire, on a passé un accord. Et on gagne 6 mois. On est dans le court-termisme et on ne décide pas.
il faut arrêter ces pratiques qui font que l'Europe reste encore largement une addition d'égoïsmes nationaux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un corporatisme d'État. Il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut mettre l'opinion publique dans le débat. C'est eux qui feront pression, ce sont les citoyens qui feront pression sur les chefs d'État et de gouvernement pour sauver l'Europe. Parce qu'ils auront bien compris que pour retrouver confiance dans la mondialisation, pour recréer des emplois, pour assurer la sécurité, pour maîtriser les flux migratoires, pour combattre les paradis fiscaux, il n'y a que l'Europe. Et mettre les citoyens dans le débat, ça passe par quoi, d'après vous? De la pédagogie De la pédagogie, de mettre en débat devant l'opinion publique. Le problème, c'est que bien souvent, les médias restent des médias nationaux. Moi, je le vis en tant que député européen. C'est un privilège que d'être interviewé par Radio Nantes. Radio Nantes. Je rentre de ma circonscription le jeudi soir et je me demande comment je vais pouvoir rendre compte de ce que je fais ici à Bruxelles ou à Luxembourg ou à Strasbourg. Qu'est-ce qui est de nature à les intéresser? Comment communiquer avec eux? Dès lors que les médias sont des médias nationaux. Quand vous devenez député européen, vous tombez dans un purgatoire médiatique. Heureusement que vous êtes là pour assurer une compensation. Rassurez-nous, il n'y a pas que nous. Non, mais c'est vrai, on ne parle pas suffisamment d'Europe aux Français. Et quand on en parle, c'est pour expliquer que s'il y a un truc qui ne va pas bien, c'est de la faute de l'Europe. Ce qui est une lâcheté insupportable de la part des responsables politiques. Alors, avançons sur ces questions d'harmonisation fiscale. Donc, si l'Europe réussit à avancer sur ce terrain-là, il faudra prendre des décisions. C'est un sujet très complexe. Parce que les cultures fiscales varient d'un pays à l'autre. Parce que chaque pays... Quelle serait une bonne fiscalité? Parce qu'entre, par exemple, l'impôt sur les sociétés qui est à 12% en Irlande ou plus de 33% en France ou en Belgique, quelle serait une bonne fiscalité? C'est très compliqué parce qu'en France, c'est un taux relativement élevé. Mais vous avez un tas de niches fiscales pour la recherche, pour un certain nombre d'autres actes que les gouvernements successifs ont souhaité encourager. Donc on a du mal à savoir de quoi on parle. Donc il faudrait des règles d'une fiscalité extrêmement simple qui prohibent les abattements, les réductions, les déductions, les particularités, les spécificités, bref, les niches fiscales. Qu'on soit tous sur la même ligne. Mais l'impôt sur les sociétés, c'est important. C'est important parce que c'est un impôt sur les bénéfices. Mais le plus important, c'est de faire du bénéfice. Or, avant de parler de l'impôt sur les bénéfices, il faut parler des impôts qui pèsent sur la production et qui ruinent la compétitivité. Et qui pousse certains industriels à se délocaliser. Donc, chaque État membre a intérêt à faire un peu le ménage sur les impôts de production, et donc de nous demander quelle est la fiscalité de demain. On a tendance à penser qu'il y a des impôts payés par les entreprises, et d'autres qui sont payés par les ménages, vous et moi. Mais dites-moi, y a-t-il tant d'impôts payés par les entreprises que nous ne payons pas? Parce que les entreprises répercutent dans le prix qu'elles vont demander aux consommateurs, à vous comme à moi, les impôts qu'elles auront payés. Dans une économie qui s'ouvre, il sera très tentant d'aller produire là où ces impôts-là sont les moins élevés. Donc nous avons collectivement à faire une réforme pour alléger les prélèvements qui pèsent sur la production, pour éviter les phénomènes de délocalisation, et à harmoniser nos protections sociales et le financement des protections sociales. En France, les prélèvements sociaux sont plus importants globalement que le poids des différents impôts que recouvrent l'État et les collectivités territoriales. Donc c'est l'ensemble qu'il faut appréhender. Il y a un travail à faire au niveau de chaque État membre, et puis ensuite, au plan européen, de se mettre d'accord sur les orientations pour commencer à faire converger ces législations. Et on a parlé de l'impôt, est-ce que la TVA également, il faudrait éventuellement voir une... Alors, je pense que cette TVA est un impôt sur la consommation, donc c'est un impôt qui n'est pas populaire.
Mais c'est le seul impôt qui pèse de la même façon sur ce qui est produit ici en Belgique ou ce qui est produit en Chine. En revanche, les charges sociales sont l'impôt qui est prélevé ici en Belgique, mais qui n'est pas prélevé en Chine. Et donc, nous avons une vraie réflexion à faire pour rendre peut-être la TVA plus compréhensible, plus sympathique, si j'ose dire. Vous avez des pays comme le Danemark, qui en 1987, dans un accord syndical très large, ont supprimé pratiquement toutes les charges sociales. Et ils ont porté leur TVA à 25%, y compris dans la restauration. Et que je sache, la cohésion sociale n'est pas menacée par cette TVA à 25%. Vraie réflexion à conduire sur le plan européen. Par ailleurs, les cultures fiscales des États ne sont pas les mêmes. Dans certains pays de la zone euro, il est clair que si vous mettez un taux d'impôt sur le revenu, le rendement ne sera pas le même très à l'est et très à l'ouest. Donc il y a un effort à faire aussi pour aider ceux des États qui ont des structures administratives encore un peu lacunaires à progresser et à se donner les moyens d'asseoir l'impôt et de le recouvrer sur des procédures conformes à nos usages et à nos principes. Donc vous étiez assez pessimiste au début de l'émission. J'ai l'impression quand même que là, vous tracez des lignes. Mais si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas député européen. Mais je suis souvent révolté par le fonctionnement de nos institutions, notamment du Parlement. Il devrait y avoir ici un vrai débat sur l'avenir de l'Europe. On va peut-être préparer le budget de l'Union européenne, comme on le fait habituellement, sur une période de 5 ou de 7 ans, ce qui n'a pas de sens. Parce que c'est le miroir du passé. Et puis les États mégotent. Avant de faire un budget et un cadre financier pluriannuel, il faut savoir ce qu'on veut faire ensemble. Quels sont les biens communs? Sécurité, défense, migration. Et migration, ça veut dire quoi? Les démographes nous expliquent qu'il y aura probablement 800 millions d'Africains supplémentaires dans les 30 ans qui viennent. Où croyez-vous que ces populations-là souhaiteront résider compte tenu de l'altération des climats, de l'élévation du niveau des océans qui font disparaître les archipels et les côtes littorales? Il est du devoir de l'Europe de se préoccuper du développement en Afrique. C'est un vrai défi. Il faut assumer. Et alors, on pourra discuter avec les chefs d'État de ces différents pays africains. En contrepartie de l'aide que l'Europe pourrait apporter, ces pays s'engageraient à retenir leurs ressortissants chez eux. Et lorsque certains de ces ressortissants font une migration illégale vers l'Europe, à ne pas contester le rapatriement dans le pays d'origine. Donc ce sont là des perspectives. Je crois en l'Europe. C'est l'Europe qui nous donnera les moyens de reprendre notre destin en main. Et nous y parviendrons, mais le temps presse. Et le débat ne peut pas attendre. Donc il faut de la lucidité, du courage, de la détermination, et savoir expliquer à nos concitoyens que ça n'est pas renoncer à sa souveraineté, que de partager celle des prérogatives de souveraineté qu'on ne peut plus assumer au plan national. Ça, c'est toujours compliqué à entendre dans l'opinion publique, dans les concitoyens avec lesquels vous discutez? Moi, je ne trouve pas. Je fais un certain nombre de conférences. Je me suis exprimé publiquement pendant toute la campagne présidentielle et puis à l'occasion des élections législatives. Ce discours, en général, est plutôt bien accueilli. On n'est pas là dans l'idéologie. Il faut admettre que l'on sorte en politique du déni de réalité et qu'on aide nos concitoyens à anticiper, à comprendre le monde tel qu'il est, quels sont les dangers qui nous menacent.
Si une crise financière se produit demain, ça peut être un vrai tsunami économique et social. Si on ne fait rien pour corriger l'évolution du climat, peut-être qu'un jour la vie sera impossible sur Terre. C'est la fin du phénomène humain. C'est sans précédent, naturellement. On a parlé du numérique. Si on n'est pas capable de créer les conditions pour qu'il y ait quelques géants du numérique en Europe, ça veut dire qu'on s'en remet totalement aux géants du numérique qui viennent des États-Unis ou de Chine maintenant. Si on parle des migrations, même phénomène. Donc ça n'est quand même pas très compliqué que d'expliquer cela à nos concitoyens. Et ayant fait un débat sur cette prospective, sur les menaces, de dire que pour prévenir ces menaces, pour écarter le danger, il faut essayer d'organiser le monde. Ce n'est pas la France elle seule qui va organiser le monde. En revanche, si les Européens, ensemble, parlant d'une seule voix, participent aux instances internationales pour essayer de réguler le monde, nous aurons un impact. Et sur les actions que je viens d'évoquer, ayant identifié celles d'entre elles qui donnent un surcroît d'efficacité à la commission des budgets, j'ai vu passer un investissement pour une ambassade européenne à Pékin, une autre à Tokyo. Il y a déjà 28 ambassades à Pékin et à Tokyo. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que l'heure n'est pas venue de mutualiser les moyens diplomatiques ? Ça, nos concitoyens peuvent le comprendre. Alors aux actes. Un peu moins. Je ne suis pas sûr. Au contraire, je ne crois pas. Je crois qu'il faut faire taire les corporatismes d'État et qu'ils doivent pouvoir s'exprimer aussi dans la diplomatie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Arthuis, d'être venu avec nous sur cette question épineuse de l'évolution de la fiscalité européenne et plus largement sur l'avenir de l'Europe tel que vous le voyez. Vous pourrez retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, radionantes.eu. Merci donc encore Monsieur Arthuis. Merci également à Thomas Cox qui m'a aidé à préparer l'émission. Restez à l'écoute de Radio Nantes et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci pour votre invitation. Merci encore.